Bravo à vous parce que c'est la première édition du Salon de la pâtisserie et vous êtes déjà ce matin très nombreux. Vous pourrez dire partout dans Paris que vous étiez là à la première édition et à la deuxième conférence dégustation parce que avant il y avait une masterclass. Alors la thématique du moment que nous allons vivre ensemble, la biochimie au service de la pâtisserie de demain, je vous avoue que quand j'ai bossé le sujet, j'ai pas compris grand-chose. Donc j'ai autour de moi deux spécialistes. Bruno Gousseau, que je vous demande d'applaudir. Bruno est ingénieur agronome, scientifique des étoilés Michelin. Vous êtes très proche de Joël Robuchon, vous êtes son scientifique, on va dire. Son scientifique. Son scientifique, c'est vous qui allez le dire. Et vous êtes spécialiste, entre guillemets, de la cuisson sous vide à juste température. C'est cela même. Donc vous allez en discuter ensemble. Et à vos côtés, Bastien Blantailleur, le très jeune chef pâtissier consultant, que je vous demande aussi d'applaudir. Et vous avez dit, je suis un jeune pâtissier motivé et sérieux, désireux d'exercer ma profession à haut niveau d'excellence et de qualité. Il a lu mon CV. Exactement. Voilà. Exactement. Donc, vous allez maintenant débattre entre guillemets tous les deux. Je vais vous laisser parce que je dois aller à la conférence de presse. Vous avez jusqu'à 12h30. Votre public vous attend. Vous venez nous rechercher à la fin? Je viendrai, j'espère. Un massage scolaire. Bon courage, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Donc on va d'abord introduire un peu le sujet de la biochimie au service de la pâtisserie. Il n'y a plus de son. Il n'y a plus de son. Il n'y a plus de son du tout. Si, ça marche. Si, c'est bon. Alors, je sais pas, il y a du Larsen, comme on dit. C'est bon? C'est du Larsen, faut pas qu'on soit tout près l'un de Faut pas qu'on l'autre. soit tout près, on va s'éloigner. Et donc, la biochimie, c'est quoi? Eh bien, c'est la chimie, mais du vivant. En permanence, on vous parle de la cuisine, c'est de la chimie. Non, la cuisine, ce n'est pas de la chimie. La cuisine, c'est de la biochimie, c'est de la chimie du vivant. La chimie, c'est des molécules qu'on ajoute et on a des résultats. Effectivement, on peut faire ce qu'on veut avec de la chimie, mais on ne peut pas forcément le manger. Alors que la biochimie, c'est quelque chose de vivant. Par exemple, un muscle d'un animal que vous avez abattu va se transformer en viande. Ça, c'est une transformation biochimique. Et comme ça, on va travailler, la viande sera un produit vivant, qui sera dans le monde du vivant. Et c'est très important pour bien comprendre le rôle de la biochimie dans la pâtisserie ou dans la cuisine en général, c'est de se dire, de partir de la définition de la cuisson. C'est quoi la définition de la cuisson pour chacun d'entre vous? Vous en avez des idées, mais la vraie, celle que nous, on en donne dans notre domaine de la biochimie, c'est de dire je cuis lorsque je modifie les propriétés fonctionnelles des composants de l'aliment. Alors, c'est quoi une propriété fonctionnelle? Par exemple, tout à l'heure, vous parliez des macarons, du blanc d'œuf pour faire des macarons. Le blanc d'œuf, c'est un agent qui va mousser. La propriété du blanc d'œuf, c'est d'être un agent moussant, naturel. Mais il évolue. Et tout à l'heure, vous avez posé une très bonne question en disant pourquoi de temps en temps ça marche, pourquoi de temps en temps ça ne marche pas. Eh bien, ça marche quand l'œuf est, disons, l'albumine de l'œuf est complètement protéolysée. Ça marche mieux que quand l'albumine de l'œuf est fraîche. Donc, arriver à faire des macarons avec des œufs frais, c'est très difficile. Par contre, M. Gaston Lenôtre, pour faire ses macarons, séparer le blanc du jaune dans sa cuisine et mettez les blancs à se conserver pendant 21 jours derrière le piano à 40 degrés. Et oui, il n'a jamais empoisonné personne. Sur les vieilles personne. recettes, vous voyez souvent marqué macaron vieilli, blanc d'œuf vieilli.
Effectivement, sortant de derrière le four, les macarons vont tout seuls dans la cuve tout seuls dans la cuve du batteur, mais ça permet d'avoir des macarons qui marchent beaucoup mieux. Vous l'avez vu tout à l'heure avec la démonstration de Pierre Hermé sur les isparans. Voilà, exactement. Exactement. Donc c'est l'explication, je ne sais pas qui avait posé la question. L'explication, c'est qu'il faut faire vieillir ces blancs d'œufs. Et si vous achetez aujourd'hui vos blancs d'œufs pasteurisés, vous pouvez les mettre dans le four à 40 degrés pendant une semaine, ça marchera encore mieux avec ces blancs d'œufs qui auront vieilli pendant une semaine dans votre four à 40 degrés. Ne le dites pas à la DGCCRF quand ils viendront chez vous, par contre. Il faudra juste pas le dire. Simplement, sur le plan d'hygiène, il faut qu'ils soient bien pasteurisés. Voilà, Exactement. c'est tout. Exactement. Voilà à quoi peut servir un biochimiste, c'est essayer de trouver les explications. Et moi, j'ai commencé ma carrière avec le plus grand chef du monde, c'est Joël Robuchon. Et je le remercie parce que depuis 1983, on travaille ensemble et on progresse ensemble. Il n'y a pas très longtemps, j'ai travaillé avec Yannick Aleno sur un autre aspect de la biochimie qui est d'essayer de se dire pourquoi il y a plus de goût dans les épluchures des légumes qu'au cœur des légumes. Et est-ce qu'avant de jeter ces épluchures à la poubelle, on pourrait peut-être essayer de récupérer ce goût? Et c'est venu d'une réflexion très simple à propos du maple syrup canadien où, à la fin de l'hiver, quand l'eau est encore gelée dans les branches de l'érable, eh bien, on va faire couler la sève et l'eau va rester gelée et on va avoir de la sève concentrée qui va arriver et c'est ça le sirop d'érable. C'est un phénomène naturel de cryoconcentration. Donc, en prenant la partie extraction, en utilisant la cuisson sous vide pour faire des extractions, ensuite, comme on obtient des jus très purs, on va les cryoconcentrer sans les abîmer. Voilà. On va pas vous perdre tout de suite là-dessus. Et c'est pour ça qu'on est ensemble aujourd'hui sur ce salon, parce qu'on a travaillé sans se connaître à l'époque quand j'étais au Pavillon Le Doyen, donc le restaurant d'Yannick Aleno, et où effectivement on faisait beaucoup d'extraction, de cryoconcentration pour concentrer les goûts, sans altérer le produit par la cuisson, ou en tout cas par une surcuisson. Alors on va vous faire goûter ça tout à l'heure. Pour le moment, on va essayer de dire, bon, la cuisson sous vide, c'est quoi? Ça sert à quoi? Et est-ce que c'est dangereux, pas dangereux? Il y a plein de gens qui se posent des tas de questions sur cette technique. Aujourd'hui, je crois que c'est la seule technique qui vous permet facilement de cuire un produit à la juste température. C'est quoi la juste température d'un produit? Eh bien, c'est là où vous allez révéler l'ensemble de tous les facteurs, toutes les propriétés organoleptiques que vous souhaitez en tant que consommateur. Vous allez travailler sur ce qu'on a dit tout à l'heure, les propriétés fonctionnelles qui ont des relations directes avec ce que vous sentez dans votre bouche, ce que vous sentez dans votre nez, ce que vous appréciez avec vos doigts et ce que vous entendez quand vous croquez des biscottes, par exemple. Toutes ces propriétés sont importantes et sont en relation directe avec les propriétés fonctionnelles des composants de l'aliment. Et c'est ça que l'on a cherché à faire. Alors, cette cuisson sous vide, c'est quoi? Eh bien, je veux cuire à juste température, à une température très précise. Dans un four traditionnel, l'ambiance est très chaude et je dois m'arrêter par anticipation et laisser reposer le produit pour être sûr qu'il arrive à sa juste température. Là, vous allez démarrer dans l'eau, vous allez cuire dans l'eau en jouant sur les températures de l'eau parce que l'eau est le meilleur fluide caloporteur qui apporte les calories et c'est le plus facile à réguler au dixième de degré. Je pense que vous avez tous des thermoplongeurs chez vous et vous êtes surpris par la stabilité. Peut-être pas chez soi, mais tout le monde en a, tous les professionnels en ont.
effectivement, ça permet de régler au degré près, au dixième de degré près, la température d'un bain-marie. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est tout simplement un bain-marie. On va mettre le produit sous vide dans un sac. On va pouvoir vous faire une petite démonstration de mise sous vide avec la machine qui est à ma droite. Et donc on va plonger le sac dans un bain d'eau qu'on va mettre à une température précise. On vous fera goûter tout à l'heure de la crème anglaise qu'on a cuit à juste température également. Donc on va pouvoir le mettre dans le sac sous vide, le plonger dedans et laisser le temps nécessaire pour que la température arrive à cœur et que le produit soit cuit dans son entièreté. Alors la machine est très importante pour mettre le produit sous vide, et c'est pour ça que ça s'appelle sous vide, c'est parce que vous connaissez en cuisine, vous avez fait des pot-au-feu, vous avez fait des blanquettes de veau, vous avez fait tous ces produits-là. Recentrons pâtisserie Bruno. Oui, mais je n'ai pas d'exemple en pâtisserie, tu vas m'en donner un. Cuire un produit qui va se décomposer dans l'eau et qui va donner le goût à l'eau alors que le produit aura perdu son goût. Par exemple, on peut faire des extractions de toutes les pelures de fruits, de cacao, des produits secs, des cacaos, des épices en général, tout ce qui peut être diffusé. On peut même utiliser aussi des légumes. On a fait des cryoconcentrations, des extractions d'oignons par exemple. Donc là, on va extraire tout le goût de l'oignon et ensuite par le froid, on va le concentrer, on va concentrer le goût. Et on va aussi concentrer les sucres et ça va nous faire quelque chose qui sera très sucré. Tout à l'heure, on va goûter également une cryoconcentration de carottes. Et vous verrez qu'on a récupéré, à force de concentrer les goûts, on a aussi concentré le sucre. Et on va avoir quelque chose qui aura le goût de carotte, mais qui sera sucré et donc applicable en pâtisserie dans des desserts. Alors pour faire ça, d'habitude on cuit des carottes ou les fruits à l'anglaise dans un bain-marie bouillant, dans de l'eau bouillante. Et là on s'est dit on va peut-être essayer de cuire plus bas. Pourquoi cuire plus bas? Parce que vous cherchez toujours à avoir des produits al dente, des fruits al dente. Et pour faire des fruits al dente, très souvent, eh bien, quand ils ne sont pas mûrs, c'est difficile à digérer l'amidon qui n'est pas encore transformé. Oui, puis quand on va par exemple concentrer un jus de fruits, si on le concentre en le mettant sur du gaz, là pour le coup le sucre va un peu nous embêter parce que notre produit il aura tendance un peu à caraméliser, il va prendre un goût de cuisson qui sera peut-être bien, mais qui va un peu dénaturer le goût du fruit originel. Donc si on a une ananas, la meilleure ananas du marché, qu'elle est très très bonne, c'est vraiment dommage de la mettre à cuire. On va plutôt en faire un jus et on va cryo-concentrer le jus, on va concentrer les goûts sans cuisson. Et donc on va pouvoir avoir un goût d'ananas qui sera très frais sans avoir le côté ananas caramélisé. Donc on va pouvoir jouer aussi sur les textures, jouer sur les goûts pour dresser nos desserts. Alors, je vais prendre un exemple dans la pâtisserie pour vous montrer ce que la cuisson sous vide peut faire. C'est cuire une crème anglaise. Cuire une crème anglaise, c'est toujours très compliqué. Pour faire une crème anglaise avec le jaune, le sucre que vous mélangez, la température du lait que vous apportez, c'est hyper compliqué. Un coup sur deux, la crème anglaise va grainer. Qu'est-ce qui fait grainer la crème anglaise? C'est l'action de la chaleur sur la lécithine du jaune d'œuf. Et là, donc, on va se dire, il faut que je sois en dessous de 83 degrés. Et sur le gaz, c'est très difficile, ou sur l'induction, de rester en dessous de 83 degrés. Sous vide, c'est très facile. Vous mettez toute la composition dans votre sac, vous faites le vide et vous mettez ça au bain-marie à 83 degrés, à 82 degrés, 1 degré en dessous. Et puis on va avoir aussi un intérêt. Et on obtient une super crème anglaise. Une super crème pâtissière. Et puis aussi on a un intérêt d'hygiène. Souvent la crème pâtissière c'est quand même un produit qui est assez sensible en pâtisserie parce que ça oblige à désinfecter les casseroles, le matériel, le bac pour stopper la cuisson. Donc il y a beaucoup de contamination qui peut se retrouver à ce moment-là. Alors que là quand on va mettre tous les ingrédients directement sous vide dans un sac qui est stérile, tout va cuire entièrement dans le sac et on va venir dessouder le sac, ouvrir le sac seulement au moment de servir aux personnes. Vu que la préparation va être complètement sous vide, on ne va pas avoir de micro-organismes qui vont se développer, ou très peu, et donc on va pouvoir prolonger également le temps de stockage. Donc on va pouvoir, sur une crème anglaise, et près jusqu'à 4 semaines de stockage en froid positif, alors que si on le fait de manière classique, au-delà de 3 jours, vous allez avoir un gros problème avec les services d'hygiène. Alors que là, on peut la garder pendant plus de 21 jours dans sa chambre froide, et elle ne fait que s'améliorer. Puisqu'il faut faire maturer une crème anglaise, elle mature toute seule dans votre frigo, vous n'avez rien à faire. Et la vanille va continuer d'infuser dedans, on ne va pas avoir de goût de vanille qui va s'évaporer. Donc, tout sera concentré, ça sera super. Il faut avoir un thermoplongeur.
Et je sais pas, on doit faire goûter. Alors, on va vous faire passer un certain nombre Justine est de... au top de la dégustation. Justine est prête. Donc là, on a une grosse machine sous vide, qui est une machine sous vide professionnelle, mais il existe aussi des outils beaucoup plus réduits pour les amateurs, qui permettent aussi chez soi de faire des cuissons sous vide. Après, ce qui va être un peu compliqué, c'est d'avoir cette machine qui est le thermoplongeur pour les amateurs éclairés parmi vous, Alors, qui permet de vraiment tenir à la bonne température. La société Multivac qui fait ces grosses machines professionnelles, qui sont importantes d'avoir des performances de cette machine, on verra ça tout à l'heure, quand on va vouloir compresser des fruits pour voir ce que ça donne. Cette marque de machine est en train d'en préparer une pour les particuliers. Donc si vous voulez, dans 1 ou 2 mois, vous pourrez acheter votre petite Multivac à la maison. Elle sera à peu près dans les prix des pas trop chers. Hein. Dans les prix des pas trop chers, Pas je trop sais pas cher. quoi. Elle sera accessible. Disons On espère à peu qu'elle près sera dans les mêmes accessible. prix que les thermoplongeurs, D'accord. aux alentours de 1000 et quelques euros. Donc gratuit quoi. Celle-là, elle vaut quand même Ça vaut un 4000 peu d'argent, euros. c'est pour ça qu'il faut en prendre soin. Ouais. Faut en prendre soin. Donc qu'est-ce qui nous intéresse? Donc là on a parlé de la cuisson à juste température. Peut-être, Justine, tu pourrais faire goûter les crèmes anglaises. Donc la Justine a préparé de la crème anglaise et dedans on a mis des fruits aussi qui ont été cuits sous vide. C'est des poires si je ne me trompe pas. Donc des poires qui sont cuits sous vide. L'intérêt aussi de cuire les cuits sous vide, on va pouvoir aromatiser les fruits avec un sirop par exemple. Si on prend des poires, on peut aromatiser un sirop. On va cuire sous vide et on ne va pas perdre le goût de la poire. On va assaisonner si on veut la poire en cuisant sous vide. Et la poire va pouvoir garder une texture ferme sans forcément se déliter dans les sirops. On peut le faire aussi avec des pommes, on peut le faire avec pas mal de fruits comme ça. Et ça permet de garder... pratiquement tous les fruits. Exactement. Simplement, il faut régler la machine correctement pour ne pas les écraser. Il faut tester. Pour garder la texture du fruit. Voilà, donc avant de mettre les 20 kg de pommes, il faut en tester un petit peu pour bien régler sa machine surtout. C'est important. Voilà, donc l'importance de la machine, l'importance des réglages et l'importance des températures pour cuire ces éléments. Alors, généralement, là, tout à l'heure, on parlait de crème anglaise. Il faut la travailler à 82 degrés pour éviter qu'elle graine. Les légumes et les fruits, en particulier les fruits pour préparer des jolies poires et des jolies pommes cuites sous vide, eh bien, vous allez travailler à 83 degrés. Pourquoi 83 ? Pour arriver à hydrolyser l'ensemble des amidons qui sont à l'intérieur et des celluloses et de pouvoir respecter la pectine pour que vous ayez encore de la texture en bouche. La pectine commence à s'hydrolyser vers 85 degrés. Si vous vous mettez à 83 degrés dans votre bain-marie, ça va être super, mais n'oubliez pas qu'il va falloir 10 fois plus de temps à 83 qu'à 100 degrés. Donc si vous cuisez une pomme de terre, par exemple, pendant 20 minutes à 100 degrés, il vous faudra 200 minutes à 83. Ce sera beaucoup plus long. Il faudra vous y prendre bien avant. Mais ce sera meilleur. Ce sera meilleur Ce sera aussi. meilleur. Et c'est Voilà, pour ça parce que vous aurez concentré les parfums. Exactement. Et c'est pour ça qu'au pavillon Le Doyen, quand on préparait des cuissons sous vide de fruits, des extractions de fruits, souvent on les mettait toute la nuit. On laissait les fours. Alors on peut utiliser les thermoplongeurs, on en a parlé. Les professionnels vont aussi utiliser des fours ventilés avec la vapeur. Donc là, pareil, on va pouvoir régler la température de manière assez précise, peut-être un petit peu moins qu'un thermoplongeur quand même. Et donc on va pouvoir cuire pendant très longtemps comme ça notre produit et vraiment en extraire le goût au maximum. Et on va voir tout de suite que quand on va récupérer l'eau de cuisson, si on veut juste extraire le goût, avec un temps de cuisson très long, finalement notre navet, notre oignon a presque plus de goût et il y a tout le goût qui va passer dans le jus de cuisson. Et c'est à ce moment-là qu'on va parler de cryoconcentration, donc ce jus de cuisson qui sera plein de goût, qui est quand même assez liquide. On va pouvoir concentrer, donc récupérer le goût, enlever l'eau par l'action du froid. Et là, Bruno est bien plus aguerri que moi pour expliquer ce qui se passe dans le produit et pourquoi on arrive à sortir l'eau, garder le goût. Mais ça nous permet d'avoir des concentrations de fruits qui sont vraiment excellentes. On vous en fera goûter tout à l'heure.
Alors, ensuite, pour effectivement concentrer en cuisine, on a plusieurs techniques. Soit on réduit sur le piano pour évaporer l'eau et on a un produit qui est concentré, mais on a une partie qui est partie avec On a la partie du vapeur goût qui est d'eau. partie avec la vapeur. Et puis on a commencé à altérer le produit par la cuisson, par la température. Donc là, on va faire complètement l'inverse. On va faire un granité flotteux. Vous voyez, une très mauvaise glace. Un granit, les granitas qu'il y a à la plage, pareil. Donc Hein. pour le faire, les professionnels, souvent, on utilise les sorbetières. Ouais. Soit il y a déjà des fonctions granitées, soit il faut faire un pain de glace et taper le pain de glace avec un rouleau pour en faire de la glace pilée, en fait. Ouais. Le rouleau à pâtisserie, c'est pas mal pour taper sur, Voilà, un marteau. sur le sac ou un petit marteau. Et à ce moment-là, on fait son granité. Et ce granité, on va l'essorer dans une essoreuse. Il y en a des superbes là à côté. Ouais. Dans une centrifuge, un peu les centrifugeuses à panier finalement. Oui, Les petites centrifugeuses à panier Magimix, les anciennes centrifugeuses à fruits. Le juicer de ces Magimix. Voilà, ça marche très bien. Cette essoreuse, vous allez garder la glace à l'intérieur du panier et vous allez faire sortir le jus concentré. Et vous pouvez recommencer après et faire différentes étapes de concentration jusqu'au moment où vous n'arriverez plus à cristalliser les produits parce qu'il faudra descendre trop bas en température, parce que plus vous concentrez, plus il est difficile de congeler un produit. C'est exactement ce qui arrive en hiver sur les routes françaises. On met du sel sur la glace et ça fait fondre la glace et on a un mélange sur lequel on peut donc rouler et pas se casser la gueule. Bon, eh bien, la cryoconcentration, c'est à peu près ça. Exactement. Alors, on va le faire souvent plusieurs fois parce que la première cryoconcentration, la première fois, on va quand même concentrer un peu les goûts, mais on peut le faire jusqu'à 3 voire 4 fois. Ça prend un peu de temps. Faut pas se voiler la face dessus, mais on va vraiment avoir un produit qui sera vraiment topissime. Mais il faut se rendre compte qu'on va avoir quand même de la perte parce qu'on va, admettons, si on fait une cryoconcentration de carottes, donc on va prendre des épluchures de carottes, on va mettre de l'eau avec dans le sac sous vide pour que les goûts des carottes se diffusent dans l'eau de cuisson. On va mettre sous vide, on va cuire 8, 10, 12 heures à 83 degrés. On va récupérer cette eau, on va laisser refroidir, on va récupérer cette eau, on va la mettre à congeler. On va en faire un granité, on va le mettre en panier. Et là, on va avoir une bonne moitié de l'eau qui va partir. Donc sur 1 litre d'eau, vous allez avoir plus que 500 grammes de cryoconcentration. On le refait et on va faire ça 1 ou 2 fois. Et à la fin, sur votre litre d'eau, vous allez avoir 100 grammes ou peut-être 200 grammes grand maximum de cryoconcentration x3 de la carotte. Mais par contre, vous aurez un goût qui sera 3 fois plus puissant. Voilà. Voilà. Et on va vous faire goûter ça tout à l'heure quand Justine aura... excuse-nous Justine, on va trop vite. On vous a apporté des petites pipettes dans lesquelles il y a des extraits de carottes, d'épluchures de carottes. Et ces épluchures de carottes, l'extraction, on l'a cryoconcentrée 3 fois. Donc vous aurez la base et le produit le plus intéressant pour nous aujourd'hui, qui est une cryo 3 sur des extractions d'épluchures de carottes. Alors c'est intéressant d'utiliser les épluchures alors sur les légumes pour déjà recycler les déchets, mais aussi sur certaines plantes parce que par exemple si on va utiliser des fleurs, des fleurs de lavande par exemple pour la décoration, vous avez aussi beaucoup d'eau de lavande dans la tige, donc on va pouvoir aussi utiliser les tiges en infusion. Je sais que Marc Vera à une époque utilisait beaucoup les tiges des produits parce que vous avez presque autant de goût dans les tiges de certaines plantes que dans les feuilles, dans le thym, dans plein de choses. Donc ça aussi permet de réutiliser toutes les restes de cuisson pour dans un restaurant avoir moins de pertes et un peu valoriser les déchets. Alors pourquoi ça se passe comme ça? C'est purement un phénomène normal de la botanique. Une plante, elle est dans le sol, elle va pomper de l'eau, elle va pomper les sels minéraux, tout ce qu'il y a dans le sol, et elle va aspirer par osmose, par le centre, et ça va arriver dans les feuilles. Et quand c'est dans les feuilles, la photosynthèse, l'action du soleil sur la plante, va transformer le carbone minéral en carbone organique, et la sève élaborée va redescendre à l'extérieur de l'arbre, de la plante, et va aller se stocker dans les racines
dans les tubercules de la plante. Donc, tout ce mouvement naturel, eh bien, on le retrouve en disant les goûts sont plus dans les épluchures des tiges, dans les épluchures des racines, dans les feuilles et dans tous ces éléments. Et donc la sève redescend par la périphérie de l'écorce qu'on appelle l'aubier finalement. Oui. Donc c'est vraiment dans l'aubier. Parfois c'est peut-être certaines grand-mères, certaines de vos grand-mères utilisent des aubiers de tilleul. C'est vraiment dans cette partie de la plante, dans la partie qui est entre le tronc et l'écorce, qu'on va avoir les propriétés et le goût. Donc vraiment quand vous allez prendre, si vous prenez un rondin de bois, vous allez tout de suite voir une petite partie un peu plus claire entre l'écorce et le tronc. C'est cette partie de l'aubier, c'est cette partie qui donne le goût et qu'on peut utiliser, qu'on peut un peu favoriser quand on utilise en dessert. Voilà, tout à fait, c'est exactement ça. On fait même la botanique au salon de la pâtisserie. Ça va très loin parce que cette réflexion qu'on a commencé il y a 5 ans, on a même commencé il y a 6 ans sur les champignons avec Régis Marcon à Saint-Bonnet-le-Froid. On a commencé à travailler avec lui les confitures de champignons et maintenant on en est à travailler au pavillon Le Doyen sur tout ce qui est concentré de légumes, pour faire des sauces. Et Yannick Aleno a fait un livre qui s'appelle Sauce, pour essayer de montrer que maintenant on n'a plus besoin de passer par les vieilles recettes traditionnelles, mais qu'on peut faire des nouvelles sauces avec ces extractions. Exactement. Et dans un dessert, pour recentrer un peu la discussion sur la pâtisserie, c'est vraiment important d'avoir, comme sur des plats d'ailleurs, d'avoir quelque chose qui vienne lier un petit peu. Parce que souvent aujourd'hui dans la pâtisserie un peu moderne, vous voyez beaucoup de desserts qui sont présentés dans des bols ou dans des assiettes creuses pour que tous les jus qu'on va mettre dessus retournent dans le dessert et quand on mange, on puisse avoir quelque chose, un jus qui diffuse. Donc ce jus qu'on va utiliser, ça peut être du jus de fruits, ça peut être des cryoconcentrations de fruits. Alors nous, en pâtisserie, on va pas forcément utiliser beaucoup d'extraction. On va souvent partir des jus de fruits frais, par exemple, qu'on va cryoconcentrer. Ou alors, on va pouvoir aussi utiliser qu'on va texturer avec des gommes, avec des gommes de xanthane, avec des choses qui vont nous permettre de l'épaissir sans le cuire. Parce que si on s'est embêté à le cuire à la juste température, c'est pas pour le remettre sur une casserole après. Quoique, ce serait vraiment dommage. Ça, c'est très important pour la régénération des produits après. Il faut essayer de le faire sur les mêmes températures que celles qui ont servi à les produire. Voilà, il faut avoir une espèce de cohérence. Si vous cuisez à juste température pendant 80% du temps de préparation de la recette et qu'à la fin, vous mettez à la casserole devant le client, autant de rien faire du tout. Donc, il y a une question de cohérence aussi dans la construction des desserts qu'on va proposer. Je vois que le batteur mélangeur est en train de tourner. Pourquoi ? Presque. Pourquoi ? Parce qu'on s'est aperçu que lorsque l'on extrait les goûts des produits, eh bien on n'extrait pas que des goûts. Et on s'est aperçu qu'on extrayait des éléments qui avaient des propriétés fonctionnelles très intéressantes. Et en particulier, dans les légumineuses, qui sont des plantes extraordinaires, on va extraire des polysaccharides qui ont des propriétés fonctionnelles intéressantes, de pouvoir moussant, de pouvoir émulsifiant, de tout un tas de choses qui sont intéressantes aujourd'hui. Par exemple, on peut, avec des extraits de pois chiches cryoconcentrés, faire des mayonnaises véganes, dans lesquelles il n'y a pas 1 gramme de produit animal. Exactement. On supprime l'œuf pour le remplacer par ces polysaccharides qui ont des pouvoirs moussants et on vous a fait là en l'occurrence, on vous fera une démonstration pour vous montrer à quoi peut ressembler le produit, une dégustation d'une meringue à base de pois chiches, à base d'extraction de pois chiches. Donc là, pour le coup, c'est vraiment l'eau de la... Alors, on pourrait utiliser aussi une boîte de conserve, c'est la même chose, hein, c'est vraiment la partie de l'eau de la cuisson qu'on a cuit sous vide qui aura capter une partie des polysaccharides qui sont présents directement dans le pois chiche et ce mélange va monter. On va le sucrer pour qu'il puisse tenir au four, on va le dresser, on va le mettre à sécher, à disséquer soit dans un four à très basse température, soit dans un déshydrateur et ça va faire quelque chose qui va vraiment ressembler à une meringue et ça va pouvoir être adapté aux personnes qui sont soit allergiques aux œufs, soit pour des questions éthiques personnelles, décident de ne pas en manger. De faire des produits véganes, exactement. Faire de la mousse au chocolat sans blanc d'œuf, sans jaune d'œuf, sans blanc d'œuf. Avec un produit qui sera naturel sans forcément utiliser des produits de l'industrie
qui sont sur le marché. De faire de la mayonnaise sans œufs. Hein, c'est extraordinaire. Alors, la technique qui consiste à ouvrir une boîte de conserve et à récupérer le jus, je ne suis pas contre. Simplement, on a encore beaucoup le goût du pois chiche. Alors que quand on passe sur l'extraction de pois chiche, le goût du pois chiche disparaît et vous verrez sur les et vous verrez que sur les meringues, il n'y a vraiment, il n'y a vraiment aucun le goût de goût rien. de pois chiche. Donc c'est intéressant. Voilà. Je sais pas, on peut parler de quoi maintenant? On n'a pas parlé des compressions. Ah, on n'a pas parlé des compressions. Alors là, on va sortir un peu du domaine de la cuisson, mais une autre chose qui peut être intéressante quand on utilise la machine sous vide, c'est de compresser un fruit. Donc on va prendre un fruit qui est quand même relativement ferme, comme une pomme, une poire par exemple. On va préparer un sirop et on va venir sous-vider cette tranche de pomme avec le sirop pour qu'une partie du sirop vienne se retrouver dans la pomme, que le sirop remplace une partie de l'air qui est présent dans la pomme, d'accord? Donc notre petite tranche de pomme va devenir relativement transparente et surtout va prendre le goût. Donc si on sous-vide une pomme avec un sirop au thym, on va pouvoir faire un morceau de pomme qui sera encore croquant, qui aura le goût de thym sans avoir procédé à de la cuisson. Et ça va pouvoir être des éléments qu'on va pouvoir proposer en dégustation. On a préparé aussi une compression de pastèque, je crois. On a prévu de compresser la pastèque. Alors c'est intéressant parce que la pastèque va changer de couleur. Elle va rester dans les tons rouges, mais elle va passer du rouge clair au rouge foncé à tel point que... On va faire un carpaccio. Un carpaccio de pastèque. Un carpaccio de pastèque devient pour quelqu'un qui a l'habitude de manger de la viande des grisons une imitation de la viande des grisons. Alors moi je me rappelle, c'était à Mougarit, chez Andoni, où au cours d'un stage on avait montré cette compression de la pastèque et il nous avait fait une entrée à base de pastèque compressée qui ressemblait à du jambon de Bayonne. Et il y a une personne qui m'a dit, moi je ne mange pas ça. Alors je dis, mais j'ai explosé de rire en disant, c'est tout à fait vegan, il n'y a que de la pastèque. Elle m'a dit, mais oui, mais ça ressemble trop à la viande, je ne veux pas en manger. Voilà. Donc vous allez voir, on va essayer on va essayer d'être bon. Notre démonstration correctement. Ouais. Donc là, la pastèque, on va pas rajouter de sirop, on va vraiment la mettre entière dans un sac sous vide. Et c'est seulement l'action du sous vide qui va permettre de la compresser. Et là, on va pas du tout mettre de liquide ni quoi que ce soit. C'est la pastèque elle-même qui va se compresser. Qu'est-ce qui va se passer sur le plan biochimique, justement? Eh bien, vous savez que l'intérieur des fruits, il y a ce qu'on appelle un parenchyme. Et en particulier, dans la pastèque, il y a beaucoup de gaz dans ce parenchyme. Et le fait d'aller extraire ce gaz va permettre de compresser, mais sans faire sortir de jus, sans casser les cellules. Et on va voir à ce moment-là la couleur uniquement à travers l'eau. Il n'y aura pas de gaz qui vont diffracter la lumière. Et c'est pour ça qu'on a un produit qui va paraître beaucoup plus foncé. Alors, on va le faire, puisque Justine se remet à... Hein, je croyais que c'est toi qui le faisais. On l'a fait aussi avec des petites tranches de pommes, on a fait aussi avec des petites tranches de poire. Et donc vous voyez qu'on obtient quelque chose qui est vraiment complètement transparent. Et donc ça, par exemple, on pourrait l'utiliser tel que, mais on pourrait aussi ouvrir le sac sous vide. On va le faire passer. Ouais, on va faire passer. Hop. On va faire passer. Tu mets dedans. Tenez. On va vous faire passer pour que vous voyez l'aspect de la transparence. Et donc on va pouvoir ouvrir ces poches. Et par exemple, dans un déshydrateur, on va pouvoir mettre ces citrons, ces pommes à déshydrater pour enlever l'eau. Et on va avoir une tuile complètement transparente de poire, ou une tuile de pomme, une tuile de ce que vous voulez. Et ça peut être quelque chose qui peut être intéressant pour... Je ne sais pas si on peut voir avec la... Est-ce qu'on voit avec la caméra la sous-videuse? Pour vous regarder par au-dessus, voir comment ça se passe. Oula. Donc pendant que Bruno est en train de préparer la machine sous vide, ici dans le batteur mélangeur, on est en train de monter l'extraction de petits pois, de pois chiches, pardon. Ça pourrait marcher avec des petits pois, mais c'est peut-être un peu fort. Donc l'extraction de pois chiches, donc on va la monter vraiment comme des blancs en neige en fait. Et donc ça, presque sur tout, on va pouvoir le remplacer sur des blancs, même sur des biscuits,
sur des biscuits cuillères, sur des génois, sur des macarons, on va pouvoir vraiment l'utiliser à la place des blancs. Ça va avoir presque la même propriété. Je pense que sur les macarons, on ne va pas mettre de sucre cuit dessus dedans, on va faire des macarons plutôt à la meringue française. Tu l'as fait avec du sucre cuit ou pas? Non. Ça fonctionne. Ah, puisque Justine fait plein d'essais au Créa, c'est notre spécialiste des essais. Et donc ici, tu es déjà en train de commencer à la sous vider. C'est parti quoi? Ouais, c'est bon. Donc on voit que là, le gaz dans la sous-videuse est vraiment, on voit plein de petites bulles à la surface de la pastèque. On voit que vraiment le gaz est en train de s'extraire. Et dès que la machine va s'arrêter, on va vraiment commencer à mettre sous vide. Et on va pouvoir compresser notre pastèque. On a un programme spécial pour arriver à faire ces compressions qui permet d'aller chercher justement ce gaz en profondeur dans le parenchyme et de le vider complètement du gaz. Ça dure à peu près 1 minute sur le réglage. Et voilà, soudure et remise à l'atmosphère. Voilà, la pastèque est compressée. Vous voyez, elle a changé de couleur. Elle est rouge foncé. On peut la confondre avec la viande des grisons ou avec du thon. Et j'ai un ami, Michel Richard, qui malheureusement nous a quittés, qui était un chef extraordinaire à Washington, dans un restaurant qui s'appelait Citronnelle. Il faisait des tartares de thon dans lequel il mélangeait moitié de pastèque pour sauvegarder l'environnement. Et tout le monde lui disait, mais pourquoi tu mets encore un peu de thon? Tu devrais mettre que de la pastèque. Voilà. Mais une tartare de pastèque. Et donc vous voyez, on a vraiment une couleur très intéressante. On va vous faire passer un petit peu de pastèque aussi en dégustation. Et surtout, on va quand même garder la texture de la pastèque sans avoir quelque chose qui soit trop mou. Si on avait cuit la pastèque, pour le coup, ça aurait vraiment fait quelque chose de très très mou qui ne serait pas très intéressant. Et donc on va être au top. On va être au top. On est au top. On est au top. On est au top. Simplement, il faut qu'on garde quelques minutes. Je crois qu'on doit s'arrêter à 12h30. Donc il faut qu'on laisse la parole à la salle pour que vous puissiez poser les questions que vous avez envie de poser. Je ne sais pas si on pourra répondre, mais on va essayer. On essaiera d'être bon. Alors, je ne sais pas où sont les micros. Y a-t-il un micro? Y a-t-il des micros dans la salle? Ah, la régie derrière. Je vais aller en chercher un parce que... Attendez. Donnez la parole, vous sonorisez un peu. Quelqu'un a une question donc? Quelqu'un a une question? Bonjour, j'avais une petite question concernant le plastique que vous utilisez pour mettre sous vide. Quel type de plastique c'est et est-ce qu'il n'y a pas des... Ça marche plus. Oui. On parle beaucoup des risques, des composants dans les plastiques, etc. Donc est-ce qu'il n'y a pas des choses qui se passent aussi lors d'une compression ou d'une cuisson sous vide? Alors, on fait très attention à nos plastiques, puisque pratiquement on travaille sur la cuisson sous vide depuis 1970. On avait commencé à faire ces cuissons sous vide le plus simplement du monde en emballant nos viandes dans du PVC étirable et on ficelait dans tous les coins. On voit encore ça beaucoup en cuisine. Faut faire très attention parce que le PVC décharge des monomères de chlorure de vinyle qui, avec le gras, sont cancérigènes. Donc on a complètement arrêté ça, pratiquement la première année où on a commencé. Ça a eu le temps d'essaimer par contre. Quoi? Ça a eu le temps d'essaimer dans toute la cuisine malheureusement. Mais... Bon, alors aujourd'hui, les plastiques les plus fiables, mais il faut faire très, très attention parce que les plastiques sont des composites de tout un tas de molécules. Il faut travailler avec du polyéthylène ou du polypropylène. Ce sont les molécules les plus stables et généralement, on a une association de ce qu'on appelle du polyamide, polypropylène ou polyéthylène pour pouvoir coller. C'est des trucs qui sont co-laminés ou co-extrudés. Et ensuite, on peut s'en servir pour les produits alimentaires.
mais demandez à votre fournisseur de vous fournir un certificat d'alimentarité, comme quoi le plastique qu'il vous vend est compatible avec le produit Il faudra alimentaire bien faire attention. et avec la température de cuisson. Voilà. Parce qu'il y a plusieurs sacs sous vide qui vont être adaptés à plusieurs températures de cuisson. Ouais. Il y en a qui vont pouvoir être utilisés au-delà de 100 degrés. Ce n'est pas le cas de tous. Effectivement, vous allez pouvoir avoir des produits qui sont bien cancérigènes, qui vont passer. Après, sans vouloir casser un peu l'ambiance, vous habitez à Paris et nécessairement vous respirez tous des pots d'échappement toute la journée. Donc il y a quand même de fortes chances que vous mouriez d'un cancer quand même. Oui, mais Donc, c'est pas une raison. C'est pas une raison pour s'empoisonner. Mais voilà, c'est le moment Alors, aussi de. faites attention à vos plastiques, je le dis. Et on est en train de trouver des remplacements, parce que je considère que tant qu'on n'aura pas trouvé le produit qui permet de cuire à l'intérieur du produit qu'on travaille, par exemple, vous voulez cuire des courgettes, vous pouvez très bien les cuire dans leur peau, directement dans le bain-marie. Tout va se concentrer de la même manière. Si vous avez des aubergines, la même chose. Au moment des, comment ça s'appelle, des butternuts et tous ces produits, Cuire directement avec la peau on naturelle. les cuit avec la peau naturelle et on les présente directement sur la table en ouvrant le produit, on retire les poignées de graines qui sont à l'intérieur et on a des produits super. Alors, moi je rêve par exemple de faire des lamelles de chair de crevette que j'aurais passé au rouleau à pâtisserie, que j'aurais juste coagulé à 61,5 degrés et dont je me servirais pour emballer les poissons et cuire mes poissons dans de la chair de crevette ou dans de la chair de Saint-Jacques ou dans de la chair d'un autre poisson. C'est mon rêve. Ça commence à venir. Faut pas c'est cuire plus la compliqué. pastèque dans la chair de crevette. Voilà. C'est juste le. Là, ça dépend. Si on veut avoir de Peut-être. la pastèque à bout de crevette. Et pourquoi pas. Est-ce qu'il y a d'autres questions D'autres questions? Alors, faudrait faire passer peut-être le qu'on micro. pourrait essayer de vous faire passer le micro. On n'a pas de charmante hôtesse qui nous J'avais permette une de. question. Bonjour, j'avais une question par rapport à la cuisson de la crème anglaise sous vide. Ouais. Vous avez dit la température, mais au niveau des temps de cuisson, 30 minutes. 30 minutes. 30 minutes, Merci. 82. degrés, 30 minutes. La vanille, Et vous avez la vraie vanille. l'épaisseur, enfin la texture de la crème anglaise qui est extraordinaire. À la limite, vous êtes obligé de diminuer les quantités De jaune, ouais. de jaune pour qu'elle ne soit pas trop épaisse. Hamza, tu veux faire passer le micro? Il y a d'autres questions? Monsieur. Premier rang, très actif. Bonjour. Bonjour. Excusez-moi, je voulais savoir par rapport à votre meringue, vous dites que vous mettez la molécule du pois chiche, mais qu'est-ce qu'il y a en fait? C'est l'eau? Qu'est-ce qui monte avec? Non, qu'est-ce qui monte, c'est qu'en faisant une extraction, on va avoir une partie polysaccharides qui sont présents, un peu comme les gommes, c'est la cellulose en fait, qui est la cellulose du produit, qui va passer dans l'eau de cuisson. Et c'est cette cellulose en fait qui va permettre de lier, d'épaissir le produit, qui va faire que ça va monter. Donc la cellulose, vous en trouvez dans à peu près pas mal de légumes. On Oui, l'utilise je beaucoup. dirais que c'est pas forcément la cellulose. Ça peut être autre chose. Hein. Faites attention parce que les polysaccharides, c'est un monde qui est très Vertigineux. complexe et on est en train d'essayer d'y voir un peu plus clair chez nous pour comprendre ceux qui ont vraiment ces propriétés d'épaississant, d'émulsifiant, tout ce qui est important dans la pâtisserie pour essayer d'y voir clair. C'est une découverte relativement récente. On savait que les polysaccharides avaient des propriétés, mais on ne savait pas quelles molécules. Alors là, c'est le domaine de la chimie, c'est plus la biochimie, c'est d'essayer de regarder qu'est-ce qu'il y a en face. Mais l'idée, c'est quand même, pour nous, au CREA, dans la société dans laquelle je travaille, que j'ai créée en 91, c'est d'aller chercher dans les produits les molécules vivantes qui permettront de travailler le produit et pas d'aller chercher ailleurs quelque chose pour le remettre dedans. Par exemple, vous faites de la cryoconcentration de lait ou de la cryoconcentration de blanc d'œuf, vous allez augmenter le pouvoir moussant de votre blanc d'œuf
vous allez augmenter la teneur en caséine, caséine du lait écrémé, et vous allez pouvoir à nouveau faire des carpaccio, des cappuccinos avec des cappuccinos avec du lait écrémé, ce qui normalement n'est pas faisable. L'extraction. Hein. Alors faites attention quand même, parce que le lait du commerce chaud, patate, faudrait ayant été homogénéisé, vous ne pouvez pas le faire avec le lait du commerce. Il faut que vous ayez du lait cru, non pasteurisé, pour arriver à le faire aujourd'hui. Donc, avant de passer à la question suivante, ici vous pourrez venir goûter à la fin de notre intervention. On a deux choses. Ici, ça va être une extraction de carottes, donc des pelures de carottes qu'on a fait cuire pendant 8 heures à 82 degrés, d'accord, dans une eau de cuisson. Et ici, à ma gauche, vous avez une cryoconcentration de carottes, une cryo 3, si je ne me trompe pas. Donc là, c'est ce jus de cuisson qu'on aura mis en glace, tapé au rouleau pour en faire un petit granité, mis dans une centrifugeuse à panier, et ainsi de suite 3 fois. Et donc, vous voyez, le même produit, vous n'avez plus du tout la même couleur, et je vous invite à goûter les deux, parce que vous verrez que vous n'avez plus du tout le même goût. Et ça, c'est tout à fait quelque chose qui est adaptable en dessert, et puis en plus, la couleur est plutôt sympa. Et donc, c'est aussi quelque chose qu'on peut utiliser pour colorer, par exemple, des produits. Parce que là, dans la carotte, on va récupérer aussi, on va concentrer un peu le bêta-carotène de la carotte. On pourrait l'utiliser aussi sur certains fruits. Et donc, ça peut être aussi utilisé comme substance colorante pour colorer une sauce, pour colorer un macaron, par exemple. C'est quelque chose qui peut tout à fait être utilisé. Tout à fait. Tout à fait. Alors, je pense qu'il faut qu'on s'arrête. Parce que ça va dernière question, monsieur, quel micro en main? Alors, question, ça va être la dernière. Ah, ou presque. Pas de micro? Il n'y a pas de micro? Allô? Ah. Y a-t-il une proportion entre la quantité, par exemple, de pots de légumes et l'eau que vous allez mettre dans le sac? Oui, c'est une très bonne question. Très bonne question. Ça va dépendre un peu des légumes. Ça va Souvent, dépendre on va des utiliser légumes, ouais. 400 grammes par exemple, sur des légumes, on va utiliser à peu près 400 grammes de légumes pour 1 litre d'eau. À peu près. Alors, ça peut faire... C'est 400 grammes d'eau pour 1 kilo de légumes. Non, c'est l'inverse. Ouais. Ça dépend pour lesquels. Hein. En gros, hein, je vous dis tout de suite, il y a des légumes qui contiennent de l'amidon. Cet amidon va gonfler et va gêner l'extraction. Donc là, on va rajouter beaucoup d'eau. À l'inverse, par exemple sur les carottes, où vous avez pratiquement pas d'amidon, vous allez travailler sur quelque chose qui va s'extraire facilement. Et comme il y a aussi beaucoup de pectine et de structure dans la peau de la carotte, le jus va couler dans la peau de la carotte et entre les peaux pour pouvoir sortir. Donc là, on va mettre pour 1 kilo d'épluchure de carotte, on va mettre 500 grammes d'eau, hein, la moitié. Il y a des coups, il faut qu'on en rajoute le double. Ça dépend un peu de la texture de Mais ça, il faut légume. faire des tests et c'est le travail du cuisinier. C'est pour ça qu'au pavillon Le Doyen et chez d'autres professionnels, on a mis un certain temps de recherche et de développement pour trouver vraiment quel était le temps de cuisson idéal, la température de cuisson idéale et puis la quantité d'eau. Par exemple, je sais qu'à une époque, on faisait des cryoconcentrations d'artichauts aussi. On mettait très peu d'artichauts parce que ça avait quand même beaucoup de goût. On mettait très peu d'artichauts, beaucoup plus d'eau. Et on arrivait à avoir quelque chose de très très bien. Alors que sur le navet, on mettait beaucoup moins d'eau. Donc ça va dépendre du produit. D'extraire le goût des feuilles d'artichaut qui partent gentiment à la poubelle. Là, on les récupère et ça donne un jus. Et on en fait un sorbet. On fait un sorbet avec une cryo d'artichaut avec du chocolat. Et donc, je voulais simplement dire, on essaye d'en mettre le moins possible pour ne pas avoir à la retirer après et à la concentrer. Exactement. C'est tout un jeu entre la composition et ce qu'on veut obtenir. Merci. Encore une question et après on s'arrête parce que... on va se faire rouspéter. On va se faire rouspéter. C'est beau. Bonjour. Bonjour. Juste une question pour la cryoconcentration. Pourquoi passer par une centrifugation plutôt qu'une aspiration? Une aspiration, c'est-à-dire typiquement, généralement, en chimie, on utilise beaucoup le Buchner pour extraire le liquide. Là, si je comprends bien, la cryoconcentration, vous avez l'élément qui est solide et vous extrayez la partie qui n'a pas surgelé. Qui n'a pas surgelé.
Est-ce qu'on peut, je sais pas, j'ai jamais essayé, ça pourrait marcher sur le principe. De quoi? D'aspirer? D'aspirer pour aspirer le liquide. On peut aussi procéder juste par décantation quand on n'a pas de machine sous vide. On peut aussi prendre Mais vous n'aurez pas la notion de concentration si vous aspirez l'eau. Si, parce que l'eau elle sera encore solide, elle sera encore gelée. Non, il faut passer par la phase granité flotteux. Maintenant, il y a d'autres. Oui, non, ce que je veux dire, c'est Aspirer dans le granité flotté, dans la partie. vous prenez votre granité et vous aspirez la face. Oui, la mais il face faut encore avoir liquide dans le un granité. très bon tamis. Oui. Ouais, Et il faudra avoir un très bon généralement, tamis, ça il pourrait se marcher. bouge très vite. Donc Ouais. c'est pour ça qu'on n'aspire pas. On peut faire par ce qu'on a dans les laboratoires de chimie, c'est-à-dire des verres frités, et on fait le vide en dessous pour aspirer tout ce qu'il y a au-dessus du verre frité. Ça marche très bien. Ouais, c'était ça ma question. Il faut avoir des équipements, c'est des pompes à vide, c'est des trucs. Vous pouvez le faire choses qui sur sont votre moins adaptées. lavabo Mais si avec vous- une trompe à eau. Si Ah, si ça vous, à la marche. même maison, vous n'avez pas de centrifugeuse à panier, que vous voulez essayer de vous tester au cryoconcentration, juste vous pouvez prendre une pastèque, la mixer, en faire un granité dans votre congélateur, et ne serait-ce qu'en faisant ce granité, en le mettant dans un petit panier avec un tissu pour éviter que les glaçons passent, juste par décantation, vous le laissez dans votre frigo, la partie qui va décongeler va tout de suite être la partie la plus concentrée en goût, et donc vous allez avoir dans votre panier, il va rester des glaçons qui seront devenus tout blancs, et vous allez avoir dessous une partie cryo-concentrée. Donc juste en laissant décanter, alors ce sera un petit peu moins... un petit peu moins puissant, vous allez avoir une concentration qui sera moins efficace, parce qu'il y a toujours une partie de l'eau qui va décongeler également, mais on va pouvoir aussi concentrer comme ça. Ce qu'on a cherché à faire, toujours, c'est d'essayer de ne pas créer un nouvel appareil pour la cuisine, mais d'aller chercher dans les appareils existants aujourd'hui dans la cuisine, ceux qui étaient capables de nous donner satisfaction. Les cuisines étant déjà petites, il faut rajouter à chaque fois un nouvel ustensile dès qu'on a une idée. Et Bruno a plein d'idées, donc il faut canaliser tout ça. Ben, écoute, merci Bastien. Merci à vous, merci d'avoir été si nombreux pour cette première édition. Je peux vous souhaiter plein de bons essais, et puis de faire attention à la juste température des produits. Je vous invite surtout Vous pouvez retrouver Bastien sur son stand. Moi, je serai à 16h pour une démonstration qui n'a rien à voir avec les desserts, mais de wedding cake. Vous avez 2 grands wedding cakes qui sont présentés au stand Friend Touch. Et si vous voulez apprendre à faire des fleurs en sucre avec de la carboxyméthylcellulose, ce sera le moment. Ok. Ce sera le moment. Merci beaucoup. Merci à vous.